connaissez maintenant une énergie qui est considérée de base, c'est-à-dire qu'elle est pilotable, qu'elle est utilisable de jour, de nuit, en été, en hiver. Bref, est-ce que vous connaissez l'énergie osmotique? Est-ce que vous pouvez lever la main? Qui connaît l'énergie osmotique dans la salle? Ah, c'est pas mal. Ah, bien, je suis épaté. Donc, l'énergie osmotique, c'est finalement comment je récupère de l'énergie à partir de l'eau douce qui rejoint l'eau salée. Et un Français, Lidéric Boquet, qui est professeur au Collège de France, a fait un papier dans Nature en 2013 montrant l'efficacité de ce système. Et ça a été repris par deux cofondateurs, dont Nicolas, qui va intervenir maintenant, qui va nous parler de Switch. Bravo Nicolas. Merci, bonjour à tous. Bonjour, donc je suis Nicolas Euzet, directeur général, un des cofondateurs de Switch Energy. Voilà, Switch Energy. Je ne vais pas reparler du problème de la transition énergétique trop longtemps, mais quelques mots quand même. On est très en retard, on le sait tous. On va continuer à consommer de l'énergie fossile. Le nucléaire, c'est extraordinaire, mais chez nous, on est obsédé par cette idée que c'est un sujet complexe et il n'y a pas une solution. Et donc, il faut mettre en œuvre des nouvelles formes d'énergie renouvelable et que l'énergie osmotique est une de ces formes d'énergie renouvelable parce que sinon, on va continuer à utiliser majoritairement du fossile. Ça, ce sont des prévisions de l'IEA qui datent d'il y a 2 ans. C'est un ordre de grandeur où il y a plein de chiffres différents. Mais c'est pour illustrer que si on ne met pas en œuvre des nouvelles formes d'énergie renouvelable rapidement, parce que je suis par ailleurs obsédé par le temps, on ne fera pas de transition énergétique. Et on ne l'a jamais fait dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais remplacé une source d'énergie par une autre. On a accumulé des sources d'énergie. Or là, on s'est lancé un défi collectif qui est de remplacer. Donc il y a forcément un sujet complexe à traiter. Alors, nous, notre sujet, pour le faire, pour notre contribution, c'est l'énergie osmotique. L'énergie osmotique, c'est l'énergie du mélange de l'eau douce et de l'eau salée. Donc c'est une énergie qu'on retrouve à l'état naturel, dans tous les deltas, dans tous les estuaires de la planète. Et je vais faire de la science un peu grossière, mais pour expliquer, quand l'eau douce et l'eau salée se retrouvent, ils se mélangent, ça je pense que tout le monde le comprend bien. Quand on regarde ça en détail, en fait, ce sont les ions du sel, Na+, Cl-, qui bougent, qui circulent. Et des ions qui circulent, c'est de l'énergie. Okay ? Alors, on la retrouve, comme je disais à l'instant, dans tous les deltas, dans tous les estuaires de la planète, et puis elle a un peu toutes les qualités. C'est un peu un graal des énergies renouvelables, d'une certaine façon, parce qu'évidemment, elle est naturelle, renouvelable. C'est le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, on le connaît bien sur Terre. L'eau des mers s'évapore par la chaleur. Bon, ça devient un nuage, ça revient sur Terre, il pleut, ça redescend vers la mer. C'est un cycle immuable dont le Soleil est à l'origine. Et en fait, dans ce cycle, on exploite déjà une partie de ce cycle avec l'énergie hydroélectrique, en fait, puisqu'on utilise la cinétique du fleuve. Mais quand l'eau s'élève, elle se dessale par ailleurs. Et donc ça permet finalement de reconstituer en permanence un stock, une source d'énergie qui est cette énergie osmotique. Et c'est permanent. Et c'est en ça que c'est assez extraordinaire, puisque ça permet de produire, d'installer des systèmes de production d'électricité permanents, pilotables, prédictibles. Et puis c'est massif et inexploité. À l'échelle de la planète, dans les deltas, dans les estuaires, il y a à peu près 30 000 TWh d'énergie osmotique qui se libèrent chaque année. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, 30 000 TWh. La demande d'électricité de la planète, aujourd'hui, chaque année, c'est à peu près 27 000 à 28 000 TWh. Ça monte, puisqu'on électrifie les usages. On devrait être autour de entre 40 et 45 000 TWh d'ici 2050. Et on a cette source d'énergie. On ne va évidemment pas tout transformer, mais on a un gisement qui est massif et qui est totalement inexploité aujourd'hui. Et puis au-delà de ça, il y a de nombreuses autres sources d'énergie osmotique sur des sites industriels. Ce qu'il nous faut, c'est un gradient de salinité, c'est-à-dire avoir 2 flux d'eau ou de liquide avec des niveaux de salinité différents. Et puis on sait aussi, je ne vais pas m'étendre trop longuement dessus parce que je n'ai pas le temps là, mais fabriquer quelque part des gradients de salinité. Donc on estime qu'on pourrait faire 6 000 TWh d'électricité chaque année grâce à l'énergie osmotique. C'est pas loin de 25% de l'électricité de la planète d'aujourd'hui, 15% de l'électricité de la planète en 2050. C'est ça l'énergie osmotique. Et ça coche toutes les cases, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est évidemment propre. On peut faire du distribué, de l'énergie décentralisée ou très centralisée. Je vais en parler en parlant de la technologie. On a plein de possibilités pour exploiter cette énergie osmotique.
et l'utiliser en base ou en picking, enfin bref, tout type d'utilisation d'électricité. Donc c'est magique, et ça fait 70 ans qu'on cherche comment exploiter cette source d'énergie. Alors nous, on a créé Switch Energy en 2015. La société est à Rennes, est basée à Rennes, une cinquantaine de personnes, des brevets qu'on dépose en permanence. La technologie dont je vais parler tout de suite est une technologie propriétaire de Switch Energy. On a levé à peu près 40 millions d'euros de financement depuis la création de la société et singulièrement ces 3 dernières années, puisqu'on est passé d'une phase de R&D pure à une phase de scale-up industriel. Et on est accompagné par un certain nombre de financeurs et d'industriels dont je pourrais reparler un peu plus loin. Notre objectif, en tant que société, on aime bien se fixer des objectifs. On se dit, on a 10 ans pour installer les 3 premiers gigawatts d'énergie osmotique. C'est à peine 1% du potentiel de l'énergie osmotique naturelle, c'est delta et estuaire sur la planète. Alors, je ne vais pas revenir trop longtemps là-dessus, plein d'experts. On parlait de Lydia Bocquet, c'est intéressant, c'est que la technologie dont je vais vous parler à l'instant, elle vient du CNRS. Et nous, on est en train de créer une filière industrielle française à partir d'une recherche, d'une rupture scientifique découverte par le CNRS ici en France. Alors, encore une fois, le concept d'exploiter l'énergie osmotique pour en faire de l'électricité, il est connu depuis très longtemps. Le principe, c'est d'amener de l'eau douce et de l'eau salée dans ce qu'on appelle des stacks osmotiques, c'est un peu comme un électrolyseur, hein, si vous voulez vous le figurer, et de faire circuler doucement de l'eau douce et de l'eau salée de chaque côté de membrane. Et ces membranes ont des caractéristiques particulières, elles sont sélectives, et l'idée, c'est qu'elles laissent passer certains ions et pas d'autres. Donc certaines laissent passer les cations et les autres les anions. Donc on trie les ions, on fait un potentiel comme dans une pile en fait, hein, et puis on a un système redox d'électrodes pour produire les électrons, transformer ça en courant électronique et faire de l'électricité. Donc ça existe depuis très longtemps, ça marche. Le problème, c'est que le cœur du système sont des membranes, et que les membranes qui étaient disponibles jusqu'à récemment étaient peu performantes et très très chères à produire, pour faire court. La nouveauté, c'est la découverte donc, du CNRS qui découvre que dans des nanotubes, on arrive à générer des courants osmotiques absolument gigantesques. Alors je vais faire un petit peu encore une fois de science très grossière. Le principe, c'est d'avoir de la sélectivité dans les membranes. C'est-à-dire, et pour faire ça jusqu'à présent, on avait des membranes qui avaient un effet stérique, un tamis, hein, en gros, avec une taille de maille qui laisse passer tel ou tel élément. Ça marche très bien, c'est hyper sélectif, sauf que les ions circulaient très très doucement. Et donc, les performances des membranes étaient très faibles. Il fallait énormément de membranes au travail, qui coûtaient par ailleurs très cher, pour faire fonctionner le système. Ce que découvre Lydia Bocquet et son équipe, c'est que dans un nanotube, on est toujours dans l'infiniment petit, mais on est en fait 100 à 1000 fois plus gros que l'élément lui-même. On peut être sélectif. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est parce qu'il y a des effets de surface qui jouent et qui permettent de faire de la sélection. Par contre, comme le tube est beaucoup plus gros, les ions circulent plus et beaucoup plus vite. Donc la performance des membranes est beaucoup plus importante. Et on parle de densité de puissance qui est beaucoup plus forte. Par ailleurs, chez Switch, donc ça, quand ça a été découvert il y a une dizaine d'années, une grosse dizaine d'années, c'était de la science de paillasse, quoi. C'était un microscope électronique dans un nanotube, dans du nitrure de bore qui coûte le prix d'une fusée. Enfin, c'était un super concept, mais c'était très très loin de la vraie vie, quoi. Et comme on est obsédé, et moi singulièrement par le temps chez Switch Energy, on s'est dit, on va passer ça à l'échelle industrielle. Et donc on a mis au point des nouvelles membranes qui mettent en œuvre ce phénomène. Au passage, elles sont basées sur des biomatériaux qui sont facilement manipulables et très peu chers. Et ça, c'est la révolution. Et puis, comme vous le savez tous, la vie, c'est souvent plus compliqué que ça. Donc, une fois qu'on a eu les membranes, il a fallu aussi retravailler tout le système autour. Parce que si on met un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux, ça marche moyen. Donc, il a fallu réinventer le système autour, quoi. Donc, chez Switch Energy, on est engagé... Ça marche plus. Voilà, donc ça, c'est un système. Donc, l'idée, c'est d'installer sur les deltas et les estuaires des bâtiments dans lesquels on a ces modules. C'est extrêmement modulaire. Je vais vous montrer un petit exemple d'illustration de ce qu'on prépare. On amène l'eau douce, l'eau salée, ça circule doucement. C'est pas impressionnant à regarder, en fait, pour ne pas dire que c'est chiant à regarder, parce qu'en fait, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de machine qui tourne, il n'y a rien. Mais en fait, c'est magique, quoi. Ça produit de l'électricité. Et toute l'eau, ensuite, retourne dans l'estuaire, dans la mer, dans son milieu naturel. Il n'y a pas d'intrants chimiques, etc., etc. Donc voilà, là, c'est des illustrations de concepts qu'on a travaillé avec un cabinet d'architectes et EDF, qui est un de nos partenaires, d'usines osmotiques qui pourraient être installées. Encore une fois, c'est extrêmement modulaire. Plus on en est, plus ça fonctionne. On a parlé tout à l'heure d'acceptabilité sociale, c'est un sujet absolument critique. Et tout le travail de Switch
et de mettre au point ces technologies pour qu'elles puissent être déployables facilement. Rapidement, où on en est, donc, on grandit très très vite. Là, on est en train de construire le premier démonstrateur qui sera à l'embouchure du Rhône. On travaille avec la Compagnie nationale du Rhône sur ce projet. On est en train de tester, juste par exemple pour le Rhône, le potentiel, c'est 500 MW de puissance installée quand même. Hein. C'est de l'électricité pour 1,5 million de personnes, quoi. Pour Marseille, une bonne partie de sa banlieue, quoi. Donc là, le démonstrateur, qui ne fera pas encore les 500 MW, il démarre cette année. Il est actuellement en construction sur le Rhône. Et puis on est en train de préparer avec notre autre partenaire EDF plusieurs projets en France. On vient d'entrer des accords avec des partenaires japonais pour tester la technologie au Japon. On démarre une activité en Amérique du Nord pour des projets qu'on regarde actuellement aux États-Unis et au Canada. Notre enjeu, c'est l'industrialisation, la filière industrielle, la supply chain, l'automatisation, etc., etc. Parce que ce qui va permettre, et c'est ma dernière slide, je crois, d'atteindre la compétitivité prix, qui est notre seul objectif. On aime la science chez Switch, mais on ne fait pas de la science pour la science, quoi. Et on est persuadé que le prix est le coût de production est absolument critique. C'est évidemment la technologie, mais c'est aussi l'industrialisation, la supply chain, et la grosse partie de l'équipe aujourd'hui est focus sur ce sujet-là. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous avais dit que c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, notre prochain projet, je ne sais pas si vous avez récemment été à l'EPFL à Lausanne. Et lorsque vous allez à l'EPFL, juste à côté du Rolex Center, qui a été d'ailleurs construit par Bouygues, vous avez une sorte d'arbre, un dispositif. Et ce dispositif, en fait, c'est un système qui permet de concentrer la lumière avec un facteur de 1000, qui permet de produire de la chaleur, de l'hydrogène, de l'électricité avec un rendement global qui est 6 fois supérieur au dispositif conventionnel. Pour nous raconter cette histoire de So High-Tech, nous avons avec nous aujourd'hui Sorab. Sorab, c'est à vous. Hello. Hello, everyone. Sorry, I would switch to English, if you don't mind. So till now, we have been talking about new and innovative ways of generating energy. But mostly, we have been talking about electricity. But what about if you were to completely replace conventional fossil fuels? Eventually, you would need a molecule. You cannot simply do it with electrons. And that's where we, basically, at So High-Tech come into picture. It's widely accepted that hydrogen can be the clean alternative fuel for the future. It can help to decarbonize even hard-to-abate industries, which normally is difficult simply with electricity. But it's not without challenges. Currently, there are a lot of challenges in the hydrogen economy, and that's where So High-Tech basically plays a key role. To tell you, like Christoph already gave you a brief introduction, what we have is a mimicking physics and chemistry solution, which we directly basically take from real trees. So we mimic the process of photosynthesis. We call it artificial photosynthesis. In technical terms, it's photoelectrochemistry. Like the real trees, you collect sunlight, you have water, then you produce energy in the form of food as well as oxygen. We do something very similar. What you see over here is a concentrated solar solution. We call it ARB, or it's an artificial tree. We collect that sunlight, concentrate it by a factor of 1,000, and we directly break the water using the actual photons into pure hydrogen, pure oxygen, as well as heat is also being produced. So the core innovation here is the solar reactor. Till now we have been talking about nuclear reactors. We are slightly different. It's a photoreactor basically. So one tree is a basic building block, but what we provide is not one of these trees. In fact, we develop, build, and even own and operate so-called infrastructure projects, which we call either a garden of artificial trees or a farm or a forest of artificial trees, something like what is shown over here. By the way, it's a potential pipeline project in Switzerland, and you can see this we are trying to do even on an agricultural land, so you can also co-utilize the land. Because the moment you talk about solar, land is the second commodity you would ask us, basically. So here, just to give you a small flavor of, let's say, the history of or the current status of hydrogen production. Most of the hydrogen today is actually produced using conventional fossil fuels, mostly natural gas, coal gasification, and so on and so forth.
And most of this is also centralized production. As you may probably imagine, hydrogen is a special case or fuel. So transportation of that is actually quite tricky, which additionally adds to cost, if not further pollution. So of course, what is shown on the top is the traditional approach. At the bottom, this is something what you have been potentially also hearing, that yes, you can do green hydrogen production using something called electrolysis. But even in this approach, you are fully dependent on an external source of energy or electricity. So with this, you generate electricity somewhere, you do transmit it, you do transforming of that power, and then you put it into electrolyzers. So eventually there are a lot of losses involved. And the cost of production of hydrogen with this approach is still not that competitive compared to so-called fossil fuel-based approach. So yes, it is green, but it is still, let's say, not the ultimate solution. And that's where we come in with our artificial tree. As I said, we try to mimic the physics and chemistry of the tree, but we do it 25 times more efficient than what a real tree does. So in fact, from the perspective of where we are deploying our solution, I think it's quite intuitive. Hydrogen has been used in industrial world since ages. So heavy industries, whether it's chemical production, ammonia production, steel processing, the glass of your watches is processed basically with hydrogen, your semiconductors. So these are the traditional industries which has been deploying hydrogen, but there are new use cases of hydrogen coming up, which eventually are replacing conventional fossil fuels such as natural gas and diesel and petrol. For example, logistic trucks, for heavy duty mobility, hydrogen can play a key role. For steel making, cement manufacturing even, you can replace coke and natural gas eventually with that. And what is shown on the extreme right side is eventually the use of hydrogen for long-term energy storage. For short-term, probably batteries are good, but for long-term, currently there is only one viable solution, which is pumped hydro, which can do large amount of storage and basically in long time scale. But to replace that, potentially you need something like a molecule-based storage, which can be done in terms of hydrogen. So by the way, this is our product scale pilot, which has been running since multiple years in Lausanne. To tell you how it works, as I said, we collect the sunlight. By the way, it's a dual axis tracker, so we follow the sun throughout the day. We pump the water up to the photoreactor, and directly using the photon energy, we break this water into two streams. As you see, the green is hydrogen, the other is basically pure oxygen together with heat energy. But okay, what's the core benefit of this innovation, right? So here you see some of the numbers. Just to put this into perspective, the absolute number probably may not make sense to you, but solar to hydrogen efficiency demonstrated is 25%. What it means is, if you do a big PV farm, connect it to something called electrolyzers, with all the losses in between, you would end up only with 11 to 12% solar to hydrogen efficiency. So here you have more than double. Two clear benefits: one is cost, low cost of production. Second is land. Now you give me 1 acre, 1 hectare, or whatever land size, I can give you at least 2 times higher production, which becomes super interesting. On top of that, it's also a cogeneration system. Heat is also by-produced, so overall system efficiency is in fact 80%, which is quite lucrative. So these are the various outputs: hydrogen, oxygen, heat. Of course, electricity can also be produced on demand. So we can also power this entire building with our apps. You do not need any battery storage. We can give you electricity during the day. We can do storage in terms of hydrogen cylinders, not only for day, but even for weeks or even seasons, basically. So this is also quite interesting. We also have 3 different sizes which we are deploying. We are not catering to very small scale use cases, neither large use case. We are trying to cater to full spectrum. So you can give us basically a small to mid-scale use case. We try to deploy our 9-meter RAB or 13-meter RAB. These are basically for on-site production, really no dependency. You can use locally available water, locally available sun to give you basically fuel and power. And the 25-meter RAB is more for semi-centralized production. If you're talking about hydrogen valleys, powering entire industrial zones, but not just one factory, then we deploy our biggest RAB basically from that perspective. This is again a small snapshot of one of our upcoming projects in Switzerland for a steel processing factory. We have been deploying such similar size projects also for fueling station for trucks, basically. And then on large scale, for example, big ammonia production for entire industrial zone, this is how we are potentially deploying. So what I really want to convey, it's a modular solution. We can go from few megawatt all the way to even hundreds of megawatt with this particular approach. Another important thing, when you talk about solar, you may also ask us, okay,
what happens during the night time, or what happens today when there is actually rain outside, right? So this is a very, very practical question. To solve this, in fact, what we have done, we have made our reactor also hybrid input. What it means is, of course, when the sunlight is there, it's a photo-driven process. But when the sunlight is less or not there, then we can also take external electricity, which can come from nuclear, hydroelectric, or basically other sources. And we can operate our reactor at 100% capacity with sun in complete synergy with external power. So 24-hour operability is also possible, which is quite interesting. And we can do a smart grid integration, basically. We are not a load or fully, let's say, dependent on the grid or microgrid, but we can do a smart integration with the grid. So that also becomes quite interesting. This is just a brief comparison. Of course, when you focus on any green fuel, you have two parameters in mind. One is sustainability. So gram per CO2 or kilogram per CO2 emitted per kilogram of hydrogen production. But the second and most important thing is economics. So this is also quite interesting. It's not only a highly efficient system, but it can also be one of the cheapest solutions out there to produce basically renewable fuel. This is to give you a flavor of a real business case analysis. Again, this is a project under implementation, not yet completed. But it's a project close to LA, so the sunlight could be slightly better than south of France, but let's say not better than south of Spain. It's a project of 50 hectares, so not super big, but not super small, a farm of 1,000 trees. There we can provide levelized cost of hydrogen production basically at $2.5 per kilogram. And this is just to tell you almost 40 to 50% cheaper than if you do it with other renewable sources, or it's even cheaper than the gray hydrogen, which by the way is $4+ in that particular geography. So yes, we can give you 2 times more output in the land, but we can also be 2 times cheaper. So this is the solar map. These are various pipeline projects we are currently focusing on. Of course, starting with our home ground, which is Europe, but then also expanding to US as well as other places which you see on this particular map. Almost towards the end, just to highlight, what you see over here are not simple projections. These are real pipeline projects which key corporates around the world for which we have already done the feasibility study. So almost 1+ gigawatt basically over the next 3 years. This is what we are planning to deploy. So with this, almost towards the end, just to say we do hold, by the way, a world record of having the best solar hydrogen production device or solution out there. And with this, I conclude and give you the floor. Thank you. Thank you, Saurabh. It's a very impressive project. You can stay here because we have a Q&A session now with Nicolas. So, si vous avez des questions dans la salle pour ces 2 projets, Switch d'un côté qui est quand même assez exceptionnel, et puis le projet de SoWiTech, il y a une question de Jean-Luc ici, de Ludovic. Oui, pour Nicolas, donc techno particulièrement intéressante. Je voulais savoir, l'architecture montre en fait une installation plutôt en hauteur, donc ça nécessitera du pompage, etc. Est-ce que vous avez aussi des scénarios à l'horizontale ou directement dans l'eau? Oui, bien sûr. C'est hyper modulaire. C'est un boîtier, un générateur osmotique, et ça peut se mettre en haut, en bas, en vertical. Le sujet, après, dans la vraie vie, c'est d'optimiser l'intake d'eau pour réduire le coût et pour optimiser le fonctionnement du système. Et notre Graal, parce que nous aussi, on a des rêves chez Switch Energy, c'est la plateforme osmotique offshore. Je vais être rapide, mais dans les très grands fleuves du monde, il y a ce qu'on appelle des coins salés, c'est-à-dire qu'en bas, il y a de l'eau salée, qui est plus dense, et puis au-dessus, il y a de l'eau douce. Et souvent sur des kilomètres à la sortie des estuaires. Et donc, ce sera la phase 2, mais on l'a déjà bien en tête. On pourra installer demain des barges flottantes avec les modules sur les barges, voire même sous l'eau, et puis aller chercher le gradient de salinité de façon verticale et non pas horizontale, ce qui est aussi une façon de régler les sujets de foncier, qui sont des sujets quand on déploie de la technologie et d'acceptabilité. Donc, ouais, c'est très, très modulaire et ça peut s'installer dans beaucoup de différentes configurations. Une autre question dans la salle ? Bonjour, merci pour la présentation. J'aurais aimé connaître le rendement, parce qu'on a beaucoup parlé de potentiel, mais finalement en termes de rendement, est-ce qu'on est déjà
très compétitif ou est-ce qu'il y a encore des marges de progression à attendre? Et la deuxième question, c'est sur l'encrassement. Comment est-ce qu'on gère finalement ces nanotubes et leur encrassement qui impacteront certainement forcément beaucoup ce rendement? Alors, l'objectif, le rendement, l'objectif évidemment, c'est d'avoir du net power le plus fort possible sur des systèmes comme celui-ci. Et donc, on se rapproche entre 75-80%. Ça va dépendre évidemment des sites, hein, puisqu'il y a de l'autoconsommation pour les pompages. Il existe aussi d'ailleurs certains sites où l'eau est déjà disponible. On discute on travaille même avec certains industriels comme Veolia ou Suez sur des stations d'épuration où finalement aujourd'hui on rejette de l'eau douce dans la mer hein, après l'avoir épurée. Donc il y a des opportunités d'installer des générateurs osmotiques. Et là, de fait, ça réduit encore le coût de production de l'électricité. Et l'objectif étant pour nous d'atteindre un coût de production d'électricité qui sera inférieur à 100 € et plutôt vers les 50 € dans un objectif d'horizon qui est entre 5 à 10 ans. Et ça passe par l'augmentation de la performance des systèmes, parce que c'est de l'amélioration continue, et ça passe par évidemment l'industrialisation et le passage à l'échelle. Et puis pour l'encrassement, il y a des systèmes de filtration qui sont prévus en entrée, pour évidemment permettre au système de tenir le plus longtemps possible et aux membranes de vivre le plus longtemps possible. Souvent, quand on parle membrane, on pense osmose inverse, un traitement d'eau. Les membranes d'osmose inverse ont des durées de vie de 8 à 10 ans en moyenne. Ici, il n'y a pas de mise en pression. Il y a des trous beaucoup plus gros, donc on pense qu'on pourrait être plus que ça. Mais pour les premières installations, on reste quand même prudent, quoi. Alors on espère tous être invités à l'inauguration au dernier trimestre 2024. Je vous invite tous. Ouais, à la fin de l'année. Alors, initialement, pour l'instant, on prévoyait d'inaugurer le site au mois d'octobre. La situation politique un peu particulière fait que ça va peut-être bouger un petit peu. Mais dans tous les cas, nous, on avance et on continue à déployer. Et on est très fiers de savoir que c'est INEO qui participe aux travaux. Tout à fait. INEO intervient aussi sur le site, sur l'écluse de Barcarin, sur le delta du Rhône. Et j'y étais la semaine dernière et j'ai pu voir le travail qu'INEO a pu réaliser. Ça reste modeste, hein, pour l'instant. Alors Jérôme Stubler, qui est arrivé, qui est dans la salle, sourit de plaisir. Merci beaucoup à tous les deux et on va maintenant...